Bonjour ou bonsoir à vous tous et merci de nous rejoindre dans le monde en 7. Nous sommes samedi 13 janvier 2024. Voici le menu de l'émission de ce jour. On parle là de la Côte d'Ivoire. Dans quelques heures maintenant, le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations. Nous irons du côté du Niger. Le groupe français Veolia plie bagage. On restera au Niger pour évoquer la remise en liberté et l'exil pour le fils de Mohamed Bazoum qui s'est exilé au Togo. On parlera du Burkina Faso avec la hausse des primes et indemnités des volontaires pour la défense de la patrie. Et puis le Togo, les élections régionales et législatives seront couplées. Pour évoquer tous ces sujets, je reçois deux invités. Marcel Agbessinou est sur le plateau. Bonsoir Marcel. Bonsoir Sam et bonsoir à toutes nos téléspectatrices et téléspectateurs. Et je vais m'acquitter de la tradition pour souhaiter, la tradition annuelle d'ailleurs, oui, pour souhaiter mes voeux de santé d'acier et de bonheur à nos compatriotes qui sont à l'extérieur du pays et ceux qui sont à l'intérieur du pays. Donc, espérons que demain soit beau. Et je saisis aussi l'occasion pour souhaiter une bonne année nouvelle à nos amis de la Côte d'Ivoire qui vont planter le décor d'ici peu en match d'ouverture tout à l'heure à 20h, temps universel. On va évoquer cela tout à l'heure. Merci. Bonne année à vous. Vous êtes journaliste et juriste. Face à vous, Akleso Esso, qui est coach et consultant en communication. Bonsoir Akleso Esso. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous les téléspectateurs de Newark, que ce soit de par le monde ou au Togo. Bonne heureuse année à tous les personnes de Newark, également au Togolais, surtout qu'on va entamer dans quelques mois les élections couplées législatives et régionales. Prions que cela n'aille pas jusqu'à la présidentielle de 2025 pour que le peuple ne puisse plus connaître ce qu'il avait connu par le passé. Merci beaucoup, merci à vous d'avoir accepté l'invitation de cette émission. Bonne année à vous également. Merci. Eh bien, on va commencer cette émission. Vous l'évoquiez, la Coupe d'Afrique des Nations, ce sera notre premier sujet. Le match d'ouverture, c'est tout à l'heure à 20h, temps universel. Votre chaîne de télévision New World Sport se fera le plaisir de diffuser cette rencontre. Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau pour cette CAN 2024, Marcel Agbessinou, vous êtes amoureux du football, je l'espère, et ce rendez-vous, vous ne le manquerez sous aucun prétexte. Donc, chacun aime le football. Étant donné que nous sommes très jeunes, il faut aimer les jeux, surtout le football. C'est vrai, tout à l'heure, à 20h, temps universel, la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau, ils vont planter le décor de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations que le pays hôte, la Côte d'Ivoire, a en train d'organiser. Permettez-moi de vous dire que il y a 6 stades qui vont abriter cette compétition, cette messe continentale. Et nous avons 2 au niveau de Abidjan qui peuvent toutefois abriter au moins 60 000 spectateurs. Et de même, nous avons 4 autres à l'intérieur du pays. Il y a Bouaké, il y a Korogo, il y a San Pedro. Et effectivement, la Côte d'Ivoire est en train d'organiser cette messe continentale après avoir organisé pour la première fois en 1984. Au jour pour jour, ça fait 40 ans. Ça fait aujourd'hui, c'est une aubaine pour les jeunes et la population ivoirienne tout entière de vivre cette messe continentale qu'est le football. Dans presque tous les artères de la Côte d'Ivoire, il y a des ballons blancs siglés Aquaba, communément bonne arrivée, bienvenue. Et donc il y a des pagnes aussi qui sont fabriqués en termes de
de la tradition africaine pour... si vous voulez, on va revenir tout à l'heure sur ces aspects, mais à Klesso, vous aussi, vous aimez le football? Oui, je suis un adepte de football, sauf que j'ai essayé de ne pas en faire une drogue, où les gens peuvent laisser leurs enfants pleurer et aller sur le match. Je ne le fais plus, parce que en réalité, c'est une distraction et ça reste une distraction parmi tant d'autres. Seulement que c'est le seul moment où des nations, pour ne pas dire des Africains, vont se réunir et commémorer cela. Malheureusement que le Togo n'a pas pu avoir son ticket. Et ce que je peux dire par rapport à la Côte d'Ivoire demain, c'est que n'oublions pas... Aujourd'hui même, c'est à 20h. Plutôt aujourd'hui à 20h. N'oublions pas 84, elle a été éliminée en phase de poule. Et que ce malheur ne se répète pas, même si elle a eu le trophée 92 et 2015. Et moi, je pense que la Côte d'Ivoire se méfie parce qu'elle n'a plus l'équipe de 2015 où il y avait les générations dorées n'existent plus. Donc, je pense qu'elle doit faire attention, même s'ils sont en 24 maintenant, la Côte d'Ivoire doit vraiment faire attention. Maintenant, c'est l'aspect économique et sportif, ou pour ne pas dire distraction, qui va intéresser les gens maintenant, parce que Abidjan est une belle ville avec des hôtels et consorts. D'abord, quand vous voyez, il y a même des gens qui ont commencé par créer des entreprises juste pour la CAN, pour faire de l'argent. Donc, disons bon vent à la Côte d'Ivoire et que une équipe de l'Afrique de l'Ouest remporte quand même le trophée. Alors, on revient sur ce rendez-vous continental. Au-delà de l'aspect festif, vous avez commencé par l'évoquer. Il y a énormément de retombées économiques. C'est pour ça que la Côte d'Ivoire a mis les petits plats dans les grands. Effectivement, il y a des retombées économiques après l'organisation de chaque Coupe du Monde ou bien Cannes. Il y a toujours des retombées que les États, les pays attendent. Et étant donné que la Côte d'Ivoire s'est investie énormément à hauteur de 1 milliard de dollars dans l'organisation de cette messe continentale, il faut attendre après la finale et voir ce qui va rentrer dans les cagnottes. Et je suis sûr et certain que tel que l'ambiance est électrique et au beau-fils avant même le début, dans quelques heures de match d'ouverture, chacun un peu, tout le monde est mobilisé, tout le monde est motivé. Il y a de l'angoisse de part et d'autre, même les pays voisins, les commerçants des pays voisins qui sont installés en Côte d'Ivoire se chambrent et sont convaincus que leurs nations leurs équipes vont remporter cette compétition. Ça fait qu'il y a beaucoup d'afflux, il y a beaucoup d'affluence, il y a des arrivées qui sont constatées sur le territoire ivoirien. Donc, des retombées, j'en doute pas un seul instant. Il y en aura énormément. Est-ce que aujourd'hui, quand on parle de Coupe d'Afrique des Nations, est-ce que ça a le même attrait qu'avant? Bon, je me rappelle déjà dans les années 90, on avait de très grands noms de football sur le continent. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une compétition qui fait toujours autant rêver? Oui, c'est une compétition qui fait autant rêver, étant donné qu'on a augmenté le nombre de participants. Seulement que on dirait que le football n'est plus la seule distraction ou le seul support loisir des Africains maintenant. Avant, je pense que quand on dit qu'un certain Drogba, un certain Adebayor ou Yekini et Okocha, on était émus de les voir. Et ils sont rarissimes maintenant. Il n'y a que Sadio Mané, Salah et consorts. Donc, disons que les stars sont rarissimes. C'est ça qui est la chose à regretter. À part la génération de Adebayor, Drogba, Didier Drogba et Samuel Eto'o,
on dirait qu'il n'y a pas eu cette succession digne. Avant, il y a au moins dans une équipe africaine une star qui brille. Mais cette fois-ci, vous voyez, il y a des équipes qui viendront orphelines plutôt de stars, alors que d'autres viendront également ragadis de stars. Ouais. Donc, je pense que ce n'est plus la même chose, même si le foot fait de l'argent plus qu'avant. Mais n'oublions pas également que le seul souci que moi je trouve à la CAN, si mon ami dit que ça va renflouer les caisses, on n'a pas cette culture en Afrique de remplir les stades. Même si on sait qu'avoir les matchs de Asake et console, les Ivoiriens, eux, ils ont l'habitude d'aller au stade. Mais toutes les 24 équipes qui vont venir, est-ce qu'ils ont des spotters, comme il le dit, pour remplir les stades de 80 ou 60 000 places? Ce n'est pas évident. On a vu qu'en Égypte, on a dû prendre les militaires pour remplir les stades. et je me dis que il faudrait qu'on fasse de ce sport maintenant un attrait ou une opportunité d'affaires pour que ceux qui aillent puissent gagner. Parce que on vient de le dire, c'est $1 milliard dépensé, $1 milliard dépensés. Et ce n'est pas la CAN qui va donner cela, mais les touristes et les supporters qui viendront, quand les hôtels seront pleins totalement, ça va rapporter. Mais on connaît les pays africains et on va avec, on limite le nombre. Alors que vous voyez, en Europe, on peut voir jusqu'à 80 000, 100 000 supporters sont déplacés. En Afrique, c'est plutôt le Nigeria qui amène quand même ces supporters. Même demain, vous allez constater que si il y a des supporters nigériens, même s'ils sont venus pour une autre équipe, vous allez voir qu'ils ont une sorte de fanfare on attend toujours ça. Vous allez voir, ils ont leur équipe et ça donne cela. Donc, à part les Nigériens, la plupart des pays africains ne vont pas au stade. Donc, prions pour que on ait ça en culture pour dire que quand il y a la CAN, c'est possible de renflouer. Et les gens doivent comprendre que le trophée le plus cher, à part la Coupe du Monde, c'est la CAN. Ouais. Mais de quoi je sais pas. Mais chacun se dit que aussi Mirobola ou Radio, qu'elle soit, la CAN, le trophée de la CAN coûte plus cher que le trophée de la Champions. Donc, il faudrait que les gens comprennent que la Coupe il faudrait que les gens comprennent que la CAN est une deuxième. S'il faut le dire, est un deuxième trophée mondial, et s'il faut le dire, donc on doit la valoriser en y participant massivement. D'accord. Alors donc, match d'ouverture demain à 20h, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau. Vous pensez que face à la Guinée-Bissau, la Côte d'Ivoire, les éléphants feront le poids? Ah oui, il y a des signaux qui sont en leur faveur parce que c'est un pays hôte avec surtout le match d'ouverture. Il faut voir que les nationaux ou bien les compatriotes de la Côte d'Ivoire, ils vont sortir massivement pour au moins supporter pour supporter leur équipe. Ça, c'est déjà, on les appelle quatrième personne. Ils seront pleines quand les stades seront pleins quand la Côte d'Ivoire va jouer. Ça, c'est sûr. Effectivement, et c'est ce que je dis. Mais quand vous regardez quand même l'équipe de la Côte d'Ivoire qu'on a aujourd'hui, est-ce que on a une équipe compétitive? Mais je peux vous dire qu'il y a le jeu collectif et collégial qui va se faire tout à l'heure, parce qu'il n'y a pas un attaquant aussi très dangereux, très tranchant que vous allez remarquer dans l'équipe de la Côte d'Ivoire à l'heure où nous parlons. Sauf l'autre là, Kézi, je ne sais pas. Il n'y a pas, comme avant le temps de Drogba, de Kolo Touré, de Yaya Touré. Aujourd'hui, il n'y a pas, on ne peut pas comparer l'équipe d'aujourd'hui à celle de Gervinho. Comment ça s'explique qu'on n'ait pas pu avoir un relais en termes de grandes stars? Mais c'est ce qui manque aux Africains, parce que les Africains, ils ne savent pas gérer les situations, les circonstances de taille de l'heure. Normalement, il faut de temps en temps prévoir les manquements en question. Sinon, aujourd'hui, on peut toutefois avoir les remplaçants de Drogba, les remplaçants de Yaya Touré, de Gervinho. Mais tel n'est pas le cas. On est confronté maintenant au manque de ressources humaines pour pouvoir booster, pour pouvoir propulser l'équipe de la Côte d'Ivoire devant. Mais
avec un match d'ouverture tout à l'heure avec la Guinée-Bissau, la Côte d'Ivoire peut toutefois sortir victorieuse, mais avec le temps, avec l'évolution des matchs, surtout les pays maghrébins, si la Côte d'Ivoire va rencontrer peut-être Maroc ou bien l'Égypte. On a l'Égypte, le Maroc, on a l'Algérie. Ou bien Algérie, il faut tenir la tête que peut-être la Côte d'Ivoire va quitter très tôt la compétition. Et ça risque de ternir un peu l'image d'un pays organisateur. Parce que quand on est, quand on est pays organisateur, on a un gros poids sur ses épaules. Comme je le dis, ça a eu une fois, ça peut se répéter également. Donc, c'est ce que je dis. La Côte d'Ivoire n'a plus ses stars. Ouais, le problème en Afrique aussi de succession, c'est que les Africains, on n'a pas encore pris le football comme une entreprise. C'est ça le problème. Parce que vous allez voir, les gens vont au campement dans la maison du président. Et ils font tout dans la maison du président. Et imagine comment vous pouvez comprendre que l'équipe du Togo est là, mais quand on joue championnat scolaire, on ne pioche pas des gens pour les cadets et les seniors. On n'a rien fait. Pourtant, il y a les championnats universitaires qu'on a fait. Or, le but de ces championnats, c'est qu'on puisse piocher les éléments pour la relève. Il n'y en a pas. Et comment vous pouvez comprendre que le meilleur buteur de l'équipe du championnat togolais et le meilleur buteur, le meilleur gardien ne soient pas titularisés pour les matchs internationaux. Alors que c'est le lieu de laisser le pouvoir. Est-ce qu'il peut, dans confrontation avec les autres équipes, ils peuvent s'en sortir, mais on les garde. Des fois, même c'est rare, même on les sélectionne. On préfère prendre ceux qui jouent dans D4 ou D6 en Europe et ils viennent, ils ne foutent rien et on les brandit comme ça. Donc, la relève ne se prépare pas et c'est ça le problème. Il faudrait que depuis les championnats scolaires qu'on organise et à la fin d'année, qu'on puisse dire, on a trouvé des jeunes de 15 à 16 ans qui peuvent aller jouer l'année prochaine jusqu'à ils deviennent les cadets, on ne le fait pas. Et aussi, nos dirigeants, de carrière. Oui, nos dirigeants de club aussi n'ont qu'à comprendre que arrêter le club n'est pas leur maison ni leur patrimoine et que ça qui mettent les moyens. Donc, le problème, oui, c'est ça. Arrêtez quand vous mettez les moyens. Il y a des financements aussi qui viennent. On le sait. Quand tu es dirigeant d'un club, il y a les réunions de la CAF. Quand tu vas, tu reviens avec des enveloppes. Donc, ils doivent gérer de façon objective. Ouais, les clubs en Afrique, on ne vend pas les moyens. On ne fabrique pas les choses pour vendre pour nous aider. Donc, le président ne fait que dépenser avec l'intention que quand on va l'appeler à la CAN ou à la réunion de FIFA, il va gagner. C'est pas comme ça. Tu investis et tu rends. Je pense qu'on veut transformer le football togolais de façon professionnelle où on a même dit que les clubs peuvent recevoir de 60 à 72 millions alors que pour le passé c'est 5 millions on donne à un club et ça ne va pas. Même leur bus des fois c'est à coup de chemin, le carburant fini et les joueurs descendent pour pas les taxis normaux. Donc ça, il faut changer ça aussi. Il faut que les gens sachent que nos dirigeants comprennent que le football c'est une entreprise. C'est comme si quand vous n'avez pas la matière première, l'entreprise ne fonctionne pas. Ils doivent changer de mentalité pour que on puisse chaque fois avoir de la relève en matière de football. Je voudrais, c'est vrai que le Togo n'y participe pas. Quelle est cette malédiction qu'on a du mal à lever au niveau du Togo? On était à 16, on y allait souvent, on passe à 24, on n'y va pas. Qu'est-ce qui se passe au Togo? Mais ça dépend aussi de l'organisation. Et ça dépend aussi de la situation politique. Si la situation politique est un peu tournée en une seule direction, ça aussi, ça joue sur... Oui, mais on a quand même une ministre des Sports qui s'investit énormément, qui peut faire beaucoup de choses. Mon co-débatteur vient d'énumérer certains manquements par rapport à nos équipes, locales. Donc, ce qu'on devait faire... On néglige, on fait autre chose, on pioche ses amis pour des équipes nationales. Alors que c'est comme on a le même problème que les autres pays. On a la génération Adebayor, la génération Nibombe, la génération Hugo, c'est passé, on n'a pas eu de relève. Oui, on n'a pas de relève, c'est parce qu'on n'a pas la volonté d'avoir ces relèves. Les incompétents sont sélectionnés aux côtés des compétents. Par qui? Mais pas par nos dirigeants, par nos responsables, les premiers responsables. On a un sélectionneur à l'époque où la Côte d'Ivoire a organisé pour la première fois en 1984 la CAN, il y a 8 équipes. Oui. C'est 8 équipes. Et après, on revient à 16. Aujourd'hui, à 24. Et le Togo ne se retrouve pas. Il faut se poser plusieurs et 1000 questions. Pourquoi on était à 16? Aujourd'hui, à 24, on ne se figurerait pas.
et nous nous sommes écartés. Même il faut voir que les années qui vont venir encore, notre équipe, à l'allure vont les choses, la performance que l'équipe là est en train de nous présenter, ça ne rassure pas que les années qui vont venir, nous allons au moins rattraper le train. C'est un peu compliqué. À côté où se joue la CAN 2024 à la Côte d'Ivoire, quelque part, voilà que le Togo est maintenant siégé à la maison. C'est un peu compliqué et c'est regrettable, triste et décevant. Mais espérons que quelque chose change brutalement pour que notre redorer notre football rapidement. Et quelques derniers mots sur cette CAN 2024. Les favoris, Sénégal, Nigeria, Ghana, Côte d'Ivoire, Égypte, je suis dans la liste? Je pense que c'est le Sénégal qui est l'équipe favorite. Le Ghana a déçu ses dernières cannes là, où soit il manque un penalty, ou soit il y a une erreur qu'ils font. Je pense que l'équipe de l'Égypte aussi est un poids. Et moi, je ne souhaite pas que les Maghrébins remportent, puisque c'est l'Égypte qui a plus remporté le trophée là. Je préfère plutôt que ce soit le Ghana, mais je sais que le Sénégal est plus en forme. Le Nigeria aussi, c'est dommage, il préfère faire le jeu de spectacle et après on l'élimine en quart de finale. Donc moi, c'est le Sénégal qui a un visage serein. Même si je sais que Mané, au lieu de jouer en Europe, est parti faire fortune dans le golf, et ça ne joue pas trop à ça. Mais le Sénégal a une sorte d'équipe qui a les joueurs qu'il faut à la place qu'il faut. Donc c'est mieux, et on doit compter sur nous, même si la Côte d'Ivoire aussi est un petit peu favori, mais nous savons que la Côte d'Ivoire n'a pas l'équipe d'antan pour quand même remporter ce trophée. Marcel, favori pour vous? Je ne défie pas celui qui sait causer sans être causé, le premier moteur, ou bien la causalité que nous appelons Dieu. Je ne le défie pas parce que Dieu nous réserve beaucoup de surprises. Et c'est Est-ce que c'est Dieu ici? Non, c'est Dieu, c'est Dieu. C'est les pays, c'est la préparation, c'est mais l'entraînement. on sait bien sûr que c'est les pays, la préparation. Mais qui a prédit que la CAN soit organisée en Côte d'Ivoire? C'est une prédiction. C'est l'agenda. C'est organisé. C'est l'agenda. La Côte d'Ivoire a soumissionné, elle a été sélectionnée. Oui, c'est l'agenda de Dieu. Donc, espérons que lui-même, il soutient quelqu'un de nulle part. Parce que Dieu a des surprises. Il y a des équipes. Toutes les équipes prient Dieu pour remporter. Je ne sais pas si on joue au football au ciel, mais ce que je sais, c'est que demain la Côte d'Ivoire fait face à la Guinée-Bissau. Tout à l'heure, pardon. La Côte d'Ivoire fait face à la Guinée-Bissau. Le Nigeria entre en jeu dimanche à 14h face à la Guinée équatoriale. À 17h, l'Égypte sera face au Mozambique. Et puis à 20h, le Ghana croisera le crampon avec le Cap Vert. Voilà alors ce qu'on pouvait dire donc sur cette CAN qui s'ouvre dans quelques heures maintenant. Ce sera à 20h, temps universel. On passe au second sujet. On va maintenant du côté du Niger qui a mis fin à son contrat avec la société Veolia. La décision a été actée après adoption en Conseil des ministres d'un projet de décret de statut de la nouvelle société d'État dénommée la Nigérienne des eaux. Le contrat d'affermage est arrivé à terme le 31 décembre dernier. Après un peu plus de 22 ans de partenariat, eh bien, c'est la Nigérienne des eaux qui prend le relais de la Seine pour assurer l'exploitation. La Seine, c'est la filiale locale de la Veolia. Donc, la Nigérienne des eaux va désormais assurer l'exploitation, la production et la distribution de l'eau potable dans tous les centres urbains et semi-urbains du pays. Est-ce qu'on parlera simplement d'une décision de souveraineté? Est-ce que c'est une décision de souveraineté? Moi, je dirais plutôt une décision de prise de conscience. Parce que je ne comprends pas les pays africains. Malgré le fait que je ne sois pas d'accord pour les potisser qu'on soit là, il y a deux niveaux de pays qu'on ne laisse pas à l'étranger. L'énergie et l'eau. Mais les pays africains, je ne comprends pas comment se fait-il que vous pouvez donner votre source
d'abreuvage à un étranger. Parce que si on veut, par exemple, intoxiquer les Nigériens, il suffit que l'eau la soit. On ne fait pas. Ouais, le Togo a commis cette erreur en privatisant entre-temps Togo Électricité. Le problème que ça a donné plus a fait qu'on est revenu sur ça. C'est une erreur. Moi, je pense que c'est mieux, même si ils ont copié le Togo pour dire que la Nigérienne des eaux, parce que c'est la Togolaise des eaux qu'on est en train de dire c'est nous aussi. Il faudrait que cette gestion faite par les Nigériens eux-mêmes soit une gestion digne de ce nom, pour que d'ici quelques années qu'on ne remarque pas des pénuries d'eau, parce que ouais, que en matière d'électrification, Niamey total n'est pas électrifié. Et moi je ne comprends pas ça. Donc il faudrait que, outre les propagandes autoritaires qui se font, il faudrait qu'on aille au fond des sujets pour créer les conditions pour que la population soit vraiment à l'aise. Sinon je suis d'accord et je suis content que le Niger décide de prendre en main la distribution en eau de Niamey, pour ne pas dire de son pays. Sinon, ce n'est pas bien de laisser ce côté à l'étranger. Je ne parle pas de la France seulement. Peu importe l'étranger qui vient, quand vous laissez votre source d'eau, vous laissez votre source d'énergie à un étranger, c'est que vous êtes officier. Et aucun pays est développé au monde ou en voie de développement qu'il le faut au monde ne cède jamais son énergie ni sa source d'eau à l'étranger. Ça ne se fait pas. Donc il faudrait qu'on fasse ces prises de conscience de façon objective et consciente pour que les choses puissent marcher. Donc, dans pour le vous, pays. c'est à saluer. C'est à saluer, c'est à saluer. Marcel Aguestino. Oui, je peux vous dire que l'eau, l'électricité et la défense, sont des denrées très importantes pour l'État, ce qu'est la Bible pour les chrétiens. Donc, état de l'eau, on rappelle de passage que l'eau, c'est la vie. Si l'eau, c'est la vie, est-ce qu'il faut confier sa gestion à un expatrié, à un étranger qui ne maîtrise même pas les limites, qui ne maîtrise même pas les banlieues du Niger? C'est un peu compliqué. C'est comme si tu donnes le bâton de ton adversaire de te taper. Étant donné qu'après le coup d'État qui a renversé Bazoum, l'ex-président Bazoum, il y a banalement 6 mois, le président de la transition, Tiani, a su vite de purger sa nation et de nationaliser certaines entreprises en son nom, ou bien nationaliser certaines entreprises qui profiteraient des ressources pour la nation nigérienne. Aujourd'hui, après 20 ans de gestion de Veolia, placé sous le manteau ou bien le sceau de contrat d'affermage, le général Tiani a remercié nos amis français et le contrat est effectivement arrivé à terme. Certains ont crié pourquoi il n'a pas dédommagé cette société en termes d'éviction, de dommages d'éviction. Il faut dire que aujourd'hui, les relations entre Niamey et Paris sont un peu difficiles. Il n'y a pas de relation intrinsèque en tant que telle. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de favoritisme en tant que tel. Les mois qui se sont suivis, vous allez constater avec moi que l'ambassadeur en poste à Niamey a été rappelé à Paris parce que les jeunes et la population nigérienne ne voulaient plus sa tête. C'est l'une des conséquences qui a encore précipité la rupture de ce contrat véolien qui aujourd'hui a fait que cette société française a été mise sous les carreaux. Donc elle a plié ses bagages. Elle a plié ses bagages. Ça n'a même pas fait un mois.
un peu rassuré. Ça rassure que pour gouverner, pour avoir la souveraineté internationale et nationale, il faut avoir certaines choses dans ses mains, que de confier la gestion, toute la gestion à un étranger qui ne maîtrise même pas vos frontières et vos populations, alors, les termes, les besoins, l'étranger là, il ne dans tous les pas cas, ça. c'est Veolia qui a assuré la distribution d'eau pendant 22 ans de partenariat et il n'est pas dit qu'on a été insatisfait de sa prestation. À Clé-sur-Essor, si Veolia n'était pas français, est-ce que ce contrat, on y aurait mis fin? Vous comprenez le sens de ma question? Oui, je comprends. C'est pourquoi moi, je ne suis pas dans le même sens que le juriste. Moi, ce n'est pas parce que c'est une société française que je salue cette idée. On ne devait même pas confier l'eau d'un pays ou la gestion de l'eau d'un pays à un étranger. Ça ne devrait pas se faire. Que ce soit ici, Angleterre, console, ça ne devrait pas se faire. Moi, outre la guerre entre la France et le Niger, moi je dis que on ne doit pas céder sa source d'énergie à un étranger. Et heureusement qu'il a ajouté son armée également ou sa défense. Parce que ce n'était pas bien, c'était pas bien. Mais on n'aurait jamais dû céder cela, que peu importe le pays qui devait gérer. C'est l'État même qui doit gérer ces choses. Et en mettant en jeu la gestion du pays, je pense que nos dirigeants doivent comprendre que ici, ce n'est pas une sorte d'héroïsme, mais une sorte de réveil des dirigeants de ce pays. Et moi, je le dis également, dans tous les pays où on a cédé la gestion des minéraux, la gestion de l'eau, la gestion de l'énergie aux étrangers, que ces pays se réveillent. Parce que ce n'est pas bien. Parce que vous allez manquer actuellement, c'est la guerre des énergies qui se font. Vous allez voir n'importe quel pays où il y a des énergies en Occident ou au Moyen-Orient, vous voyez que ils se battent pour le protéger. Et comment c'est en Afrique qu'on peut céder que ce soit le pays qui vient, Russie, France, n'importe comment, on ne doit pas céder sa source d'énergie à ces gens de pays. Il faut les protéger. Maintenant aussi, le danger aussi, moi je suis pas trop friand pour parler de nationalisme étatique. On peut laisser les privés. Parce qu'en Afrique, quand on parle de nationalisme, c'est que c'est le gouvernement qui reprend la main et empêche les privés de développer les choses. Vous voyez, un privé peut prendre les choses en main dans le pays et gérer pour que ça puisse générer de l'argent aussi. Il faut aussi favoriser l'entrepreneuriat interne et c'est ce que moi je demande parce que nos dirigeants on les connaît. Vous allez voir que d'ici 2-3 ans il y aura une gestion calamiteuse de cette eau et vous allez voir encore qu'on va dire que l'autre a mieux fait que les nationaux. Il faut éviter ça. Il faut mettre la pendule pour que la gestion soit vraiment bonne parce qu'il y a ce qu'on appelle la délégation de services publics. On peut prendre un Nigérien qui est expert dans le domaine et le lui confier parce que très souvent quand on parle de la gestion publique il y a une mauvaise gestion, les gens vont dilapider, gaspiller les choses encore et vous allez voir on dit qu'il manque un robinet quelque part, on serait incapable de l'acheter parce que ce n'est pas les moyens qui manquaient quand on dit que Veolia est venu prendre, mais c'est parce que les gens font de la mauvaise gestion. Il faudra que l'État fasse vraiment état de lieux pour savoir qui doit gérer et que ce soit un Nigérien qui le gère, mais qui doit gérer et comment le gérer pour que ça puisse bénéficier à tous les Nigériens. Moi je suis pas entre la France ou quoi, mais je dis que toutes les sources d'énergie doivent être gérées par les pays eux-mêmes et ces pays peuvent les confier à leurs nationaux. Il y a Dangote gère la source d'énergie du Nigeria. Donc pourquoi on ne peut pas avoir un Dangote qui est suscité au Niger? Il faut aussi le faire. De toute façon, on a donc confié la gestion à la Nigérienne des eaux, qui est une société d'État. Vous savez, les sociétés d'État en Afrique, vous connaissez tous les griefs qu'on leur porte. Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir une gestion, comme le dit Akleso, qui serait pire que tout? Parce que le Niger est un pays désertique. Desservir le Niger en eau, ça demande du travail. Est-ce que cette société d'État a les capacités de régler ces problèmes? Oui, depuis les années des indépendances, lorsque l'Afrique a eu ses indépendances depuis 1960, banalement, vous allez constater qu'il y a des gestions chaotiques qui ne répondent pas aux normes internationales. Aujourd'hui, aucun pays en Afrique n'arrive pas, même les coachs, les entraîneurs qui vont
qui seront aux côtés de nos équipes, vous allez voir que la majorité, en dehors de quelques-unes, la majorité de ces équipes sont des étrangers, sont des blancs, qui sont appelés des coachs, des experts, des techniciens, même médiocres que les nationaux, c'est eux qu'on respecte. C'est un peu compliqué de confier à cette société qui gère l'eau potable au Niger à un national. Mais c'est bien aussi d'essayer avec les compétences sur place. Il ne suffit pas de négliger aussi les compétences sur place. Nous voulons la promotion et la valorisation de nos jeunes qui sont au moins compétents, des sociétés qui sont compétentes sur place. Mais si nous les outrepassons et aller peut-être à l'extérieur, en Europe ou bien dans les Moyen-Orient et tisser des partenariats publics-privés, vous allez voir que cette gestion, toujours, il n'y a pas de la dichotomie entre ce que nous voulons sur place et ce qu'eux viennent faire. Et il y a des cas de certains pays que je tais le nom, qui sont là, qui en témoignent éloquemment. Il y a des pays, pour la communication, on a signé des contrats de partenariat public-privé avec ces étrangers qui n'arrivent même pas à faire mieux que les nationaux qui étaient à la tête de ces sociétés de téléphonie mobile. C'est regrettable de constater certains manquements chez nos présidents, chez nos dirigeants qui refusent catégoriquement d'écouter leurs concitoyens et leurs concitoyennes. C'est un peu compliqué aujourd'hui. C'est vrai que le général Tiani voulait expérimenter les compétences sur place, mais une chose est de valoriser les compétences, une chose est d'être sûr si les compétences qu'on est en train de valoriser, est-ce qu'ils seront à la hauteur, à l'attente ou bien à l'attente pour les résultats escomptés. C'est ça à peu près ce que nous regrettons dans les jours à venir, parce que le Niger, il y a une chaleur intense. Mais si l'eau manque encore, qu'adviendra-t-il pour nos soeurs et frères qui sont des restaurateurs de bar, etc. Donc vous êtes sûr que la Nigérienne des eaux fera l'affaire? Mais il faut l'expérimenter, voir. Mais on est quand même dans un domaine qui est vital. Est-ce qu'il faut aller à tâtons? Mais c'est un domaine vital, mais les nouvelles autorités transitoires qui sont là sont aussi des gens qui sont nouvellement arrivés. Donc, Société Nouvelle des Eaux, là, qui est en train qui va desservir les artères et les villes, elle est nouvelle dans cette affaire. Tout est nouveau finalement. Donc tout est nouveau. C'est risqué. C'est un peu risqué. On est dans un pays qui déjà a du mal à fournir de l'électricité à 100% de la population. Qu'en sera-t-il de l'eau? Si moi je me base sur ce qui se passe actuellement, il sera difficile que la Nigérienne des eaux fasse mieux. Mais le problème, c'est que tous ceux qui ont fait des études, qui sont experts en études d'eau ou en études de l'eau, il y a des gens là qui ont fait ces formations-là. Depuis longtemps, c'est que l'Afrique ne fait que faire des programmes d'études juste pour trouver de marché pour les Européens. Ça voudrait dire qu'on va à l'école et puis après le diplôme, juste pour travailler encore pour le blanc. Or, il n'y a pas un programme interne pour des transformations, on ne le fait pas. Regardez chez nous ici. Il y a les gens qui sont la Togolaise des eaux. Il y a ça depuis longtemps. Pourtant, si vous dépassez Tchévier, il y a un problème d'eau qui commençait à se poser. Or, on a fait ça, on connaît des forêts. En fait, on pouvait, à chaque niveau, comme l'État essaie de le faire réellement des forages qui permettent d'alimenter les zones là. Mais vous allez, l'hélicoptère consomme, malgré qu'il y a des nappes d'eau dans le processus de gestion, ces gens manquent encore d'eau. Et au même moment,
la même société trouve des conditions pour durcir le ton avec la population ou augmenter le prix de mètre cube d'eau au lieu de trouver une solution pour asservir, pour desservir plutôt la population. Non, c'est pour dire on a l'impression que les sociétés dirigées par l'État sont là pour ponctionner du sang à la population au lieu de les aider. C'est comme si on doit chercher de l'argent à tout prix. Sinon, comment on peut comprendre que vous allez à l'université de Lomé, il y a ainsi et qui est là-bas, ça veut dire qu'il y a la mécanique et console là. Pourtant, quand on aura un problème avec les voitures gouvernementales ou des engins lourds, on va faire venir quelqu'un de l'étranger pour venir. Oh, ceux-là, pour payer ces voitures, on doit demander l'expertise de ces jeunes conformes pour aller. Il y a c'est fait chez nous aussi qui forment les jeunes en électromécanique et console là, mais l'expertise là, on ne les suit pas. Mais au lieu de commencer de petit à petit, du moins, qu'il y a un expatrié qui le fait mieux, que les jeunes là commencent pas à faire expérience d'ici quelques années, on les prend, mais on le fait pas. On préfère dire que celui-là vient parce que quand il amène l'expatrié, il y a un contrat avec lui, il gère 40 ou 10% pour ça, et on bâcle les choses. C'est pour dire que la nationalisation des entreprises, moi je suis pas trop friand, mais si on peut faire attention qu'il y a un partenariat public-privé à l'intérieur où on prend un jeune togolais qui gère, moi je pense que les choses peuvent aller mieux. D'accord, on va passer au second sujet sur le Niger. Nous parlons maintenant de la politique. Là, on le sait, le Niger a connu donc son coup d'État depuis le 26 juillet 2023. Cela va faire bientôt 6 mois maintenant. Et depuis, l'ancien président Mohamed Bazoum était en détention avec l'ensemble de sa famille. Grâce, dit-on, à la médiation togolaise, son fils Salem Bazoum, Mohamed Salem Bazoum, a été remis en liberté. Dans un communiqué publié dans la soirée de lundi dernier, le tribunal de Niamey a annoncé la libération du fils de l'ancien président déchu, Mohamed Bazoum. Communiqué donc finalement confirmé par la diplomatie togolaise suite à la médiation du président togolais Faure Gnassingbé et Julius Maada Bio de la Sierra Leone, médiateur de la CEDEAO auprès du Niger. Le général Abdourahmane Tchani a finalement accédé ou décidé de la libération le 8 janvier à titre humanitaire de Salem Mohamed Bazoum, donc fils de Mahmoud de Mohamed Bazoum, pardon. Donc il a trouvé exil au Togo. Il faut saluer en cela, Marcel Aguestinou, la diplomatie togolaise. Oui, il faut saluer lorsque quelqu'un est en difficulté, il faut le secouer. Et nous disons, les juristes disent que qui peut n'empêche pêche. Il y a des fautes par omission, il y a des fautes par commission. Étant donné que le président togolais Faure Gnassingbé a ce pouvoir de sauver le fils de Bazoum, s'il n'a pas le faire, c'est une faute par commission. Et il a justement et avec justesse sauvé le fils de Bazoum. Il était en danger? Oui, il était en danger, étant donné qu'il est dans les griffes des poutistes et il a été... on lui a rien fait depuis 6 mois. Mais il n'a pas ça, il n'a pas sa liberté. Oui, ces allées... Parce que c'est présenté comme un gros exploit de la diplomatie togolaise. Ah oui, mais... C'est comme s'il y avait un danger que sa famille encourait. Donc, grâce à la diplomatie, on est allé le sauver. Mais je peux vous dire que, étant donné que il a été arrêté dans quelles conditions? Au moment où les poutistes ont déposé son papa, et son papa a été longtemps l'objet de rétablissement par les présidents de la CEDEAO qui ont créé, leurs cris sont toujours en vain jusqu'à ce jour. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? La métropole a abandonné finalement, la métropole que la France a abandonné finalement Bazoum et Bazoum maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver et Bazoum et sa famille? Il faut une diplomatie que les Togolais appellent diplomatie de couloir, que Faure Gnassingbé a réussi à faire à ces dernières années, que ce soit au Mali, en passant par le Niger. Il a fait son mieux en sauvant les quelques soldats ivoiriens
qui sont cantonnés, qui sont arrêtés à leur arrivée à l'aéroport de Bamako à l'époque. Le président togolais, au moins, a mouillé également les maillots à ce niveau en donnant la libération ou bien en favorisant la libération de ces soldats ivoiriens. Mais la dernière date, c'est le fils de Bazoum que le président togolais également a favorisé sa libération du général Tiani, qui a accepté finalement la médiation togolaise et la libération et l'élargissement du fils de Bazoum Salem, qui est Salem Bazoum. C'est une bonne chose. Je sais que le libéré qui a été à Lomé présentement, le fils de Bazoum, il a l'âge de pratiquement 20 ans en allant. Il n'est pas totalement âgé. Il faut le sauver pour le cantonner à quelque part très loin de son papa. C'est l'une des mesures d'apaisement et de décrispation de la crise qui est née après le putsch. Les putschistes sont tellement très fermes et sont rigoureux. Ils ne lâchent rien sur leur passage. Si aujourd'hui le président togolais a réussi au moins à pénétrer profondément ces militaires, c'est une bonne chose, mais une chose est de jouer une diplomatie à l'international, et une chose est aussi de favoriser ceux qui sont dans les geôles, dans les prisons à l'interne ici. Et il ne suffit pas de courir derrière ces otages des pays voisins et laisser nos compatriotes mourir dans des prisons, dans des garnisons. Voilà à peu près ce que je pouvais dire. Et je salue de passage ce que le président togolais a fait comme médiation. À Clé-Sosso, Salem Bazoum a 23 ans. Il était accusé de complot ayant pour but de porter atteinte à l'autorité ou à la sûreté de l'État. C'est une accusation très grave. Lorsque la médiation togolaise se met en branle pour aller négocier et obtenir la libération d'une personne sur la tête duquel porte cette accusation, est-ce qu'on va parler ici d'un exploit? D'abord, moi, je pense que tous les médias ont titré exilé, mais quand quelqu'un est libéré et que la personne va dans un pays très... la personne n'est pas en fait exilée. C'est celui qui n'a pas sa liberté, et c'est lui qu'on dit qu'il est exilé. Parce que Bazoum vient d'être libéré, Salem Bazoum est libéré. Mais je ne pense pas, il n'est pas en exil au Togo, puisque il n'y a rien que l'État nigérien porte contre lui pour le moment. On parle de libération provisoire. Nous savons qu'il n'est pas resté. Nous savons, s'il y a une contrainte qui l'empêche de voyager, on n'allait pas l'autoriser à voyager. Parce que le Togo serait un État non crédible, parce qu'on a demandé de libérer et il n'allait pas voyager. Le Togo ne peut pas héberger. Parce que le Togo est le pays sur lequel les Sahéliens comptent. C'est un bon interlocuteur pour eux. Donc, le Togo ne peut pas faire contraire à ce qui nuirait ces pays. Donc, ça va dans l'ordre. Les gens voulaient même tout ce qui se passe. En réalité, ce n'est pas le Togo, mais c'est toujours la CEDEAO qu'on doit quand même tirer le chapeau, puisque c'est une mission de la CEDEAO. Ce n'est pas la diplomatie togolaise tel comme les gens en parlent, mais c'est la diplomatie de la CEDEAO aussi qui a permis cela, parce que Faure et l'autre président sont en lait et au nom de la CEDEAO. Le Togo à lui seul n'a pas décidé d'aller être médiateur pour ce, mais c'est une mission de la CEDEAO qu'ils ont dirigée et ça a porté des fruits. Même dans le cas de Mali, ce n'est pas le président qui s'est porté. Quand on a demandé, on a dit le président togolais peut le faire. Donc c'est pour dire que en réalité c'est la CEDEAO qui gagne aussi un point qu'on ne veut pas signifier. Maintenant, moi je pense que... En tout cas, le communiqué a été signé de la diplomatie togolaise qui a attribué le fait au chef de l'État togolais Faure Gnassingbé et le président Julius Maada Bio. Donc si on cite Faure Gnassingbé en premier, ça veut dire quelque chose, mais je vais vous arrêter juste une dizaine de minutes, le temps pour nous de suivre ensemble le journal et puis on revient tout de suite pour la deuxième partie.